Bam bam. C'est là où a débuté l'enquête. Initialement, tentative de meurtre. Par la suite, tentative d'assassinat. Après que le médecin m'a dit que j'étais pas arrivé au paradis, je n'avais toujours pas la confirmation parce que je me sentais toujours pas très bien. J'étais allongé, le bras plâtré, j'arrivais pas à bouger. Et c'est quand j'ai vu mon ami Durand entrer, il était 2 heures du matin, parce que j'étais arrivé aux urgences à l'hôpital on m'a dit vers 18h30. Et je crois vers 2 heures du matin, mon ami Durand était entré, et je le vois arriver, et je me rends vraiment compte que je suis pas au paradis. Et je suis tellement content parce que voir son ami dans un moment pareil, tu ne peux être que content. Quand il est arrivé, j'arrive pas à le voir clairement. Je le voyais double à cause de la douleur, les médicaments, et je sortais fraîchement de l'opération. Et il m'a dit que il est arrivé après avoir emprunté une voiture à un grand frère de sa ville. Et il s'est avéré que le grand frère qui lui a emprunté la voiture pour qu'il vienne me voir, c'était un ami de Dan, c'est-à-dire. Et c'est... Le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est tout petit. Pendant mon séjour à l'hôpital, les infirmières avaient l'air assez surprises. Déjà, les premiers jours, j'ai vu le regard qu'elles me jetaient parce qu'elles se disaient, elles reçoivent pas beaucoup de patients qui se prennent 6 coups de couteau. Donc, il y avait une infirmière qui est venue me voir, qui avait l'air assez contrariée parce qu'elle était censée s'occuper de mes plaies. Et c'était vraiment le côté, elle avait peur parce qu'elle se disait que j'étais peut-être dans les trucs de stupéfiants, dans la drogue, bien dans tout ce qui est gang, violence de gang, parce que elle ne croyait pas, elle n'arrivait pas à croire. C'était vraiment très la violence de tout. Il fallait tout le temps changer les plaies. Et c'est après, c'est pendant qu'elle s'occupait de moi que j'ai profité pour lui dire elle avait retiré mon plâtre. J'ai profité pour lui dire de me faire une photo où je souriais pour ma mère, pour envoyer à ma mère éventuellement plus tard. Parce que ça faisait tellement mal, mais je devais garder le sourire ce jour-là pour ne pas les inquiéter beaucoup plus que ça. Et c'est la même photo qui a été postée par Zumanto. Oui, c'est la même photo qui a été reprise par Zimanto. Parce que mon avocat plus tard m'a dit que ça m'aurait été préjudiciable parce que je dis que je souffre, enfin je montre, je sors fraîchement je suis en traitement, mais je suis souriant sur la photo. Elle m'a dit que oui, ça aurait été préjudiciable, mais il faut toujours sourire à la vie, hein. Aussi, durant mon séjour à l'hôpital, les collègues du travail sont venus me visiter aussi. La collègue qui recevait les appels, qui m'a transféré son appel, elle a eu, elle est arrivée avec mon chef et quand je lui ai dit que celui qui m'a appelé, l'appel qu'elle a transféré, c'était de lui, c'est lui qui m'a fait ça. Parce que j'étais allongé à l'hôpital, j'étais vraiment tout le temps très mal en point. Elle s'est juste écroulée, elle a commencé à pleurer parce qu'elle était vraiment touchée. Elle avait tellement mal. Après, il y a eu un mail qui est passé, qui a circulé au travail, que j'ai été agressé en sortie de travail. Faites attention. Les collègues avaient vraiment peur, il y avait une réelle psychose au travail. Il a effrayé tout mon service, toute mon entreprise. Les collègues ne voulaient plus venir au travail après. Pendant ce temps à l'hôpital, je pense que les infirmiers ont aussi très peur parce que quand la police est arrivée, c'était comme dans les séries américaines. C'était vraiment des enquêteurs qui arrivent, vraiment le visage fermé, la mine fermée. C'était un homme, je crois que c'était Monsieur Muller, et une femme, Broaska, je crois que c'était son nom. Ils arrivent, ils ont l'air vraiment très surpris. Euh, on va faire la première déposition, c'est-à-dire on me met à l'écart, on sort, j'étais en chaise roulante. On met en chaise roulante dans une salle à huis clos pour que personne n'entende. Et les infirmiers, ils savent, ils ont l'habitude de traiter des prisonniers, ils ont l'habitude de traiter des détenus. Mais ils savent quand même que c'est une histoire assez sordide qui s'est passée quand les enquêteurs sont déjà là. Et ils savent, 6 coups de couteau, ils savent déjà. Quand on fait la déposition, j'étais toujours sous médicaments. Je fais toute ma déposition, je leur raconte toute l'histoire. Mais au niveau, ils me disent si quand il m'a planté, quand il s'en allait, je l'ai reconnu. Et toujours sous médicaments, je leur ai d'abord dit non, parce que j'aurais espéré que ce soit toujours un conflit pas très grave. J'étais toujours en train de me dire, ça reste un conflit de Camerounais.
qu'on peut toujours résoudre ce problème sans avoir à passer, sans avoir à en créer un autre plus grave. Et je n'avais pas encore compris à quel point mon état était critique, parce que sous médicaments, je ne sentais pas grand-chose, mais j'étais assez mal en point et très troublé par les médicaments. Quand la déposition se termine, l'officier de police me dit que la version que je raconte, elle est concordante, mais il y a un truc qui cloche. Je raconte tout ça, je dis que je l'ai pas réellement vu. Elle me dit, est-ce que c'est la vérité? Elle me dit, vu le travail qu'ils ont abattu, ces officiers et elle, toute la nuit pour recueillir les preuves, vu tout l'effort qui a été fourni, elle m'a encore dit que je ne sais pas qui a déjà fait ça avant moi. Donc, je devrais à tout prix, si c'est que je mens, ne pas mentir. Et j'ai compris ce qu'elle disait parce que sur le coup j'étais très médicamenté, j'avais du mal à suivre tout, j'avais du mal à voir à quel point c'était mauvais, c'était grave, tout ça. On a repris la déposition, alors j'ai dit que c'est lui que j'avais clairement identifié. Et c'est comme ça qu'on a basculé de tentative de meurtre à tentative d'assassinat. De grâce, après m'avoir poignardé, en partant, il avait perdu l'écharpe, une écharpe qu'il avait utilisée pour se couvrir aussi, parce qu'il était beaucoup, c'était cagoulé, il avait mis un bonnet, mais son écharpe, c'est grâce au fait qu'il avait perdu son écharpe aussi, j'ai pu le voir. Et c'est quand il a perdu son écharpe, sur son écharpe, il y avait son ADN aussi. Et pendant sa fuite, certaines caméras, qui n'avaient pas pris en compte aussi, ont pu le capturer vite fait, mais c'était assez compliqué, parce qu'il avait vraiment tout élaboré. Vu que l'attaque avait lieu un mercredi, certaines caméras avaient déjà pu le voir sillonner la zone la veille, le mardi. Et ce mardi-là aussi, j'étais au travail, mais j'ai fini hyper tard. Donc, je pense qu'il a perdu patience et il est rentré ce jour-là. Donc, l'enquête bat son plein. Je reçois plusieurs informations des enquêteurs qui passent à chaque fois m'expliquer l'avancée de l'enquête. Surtout que le procureur, le ministère public s'est saisi de l'affaire. Et on était maintenant sur une tentative d'assassinat. Là où il se fait finalement arrêter. Après son voyage d'affaires, il revient. Il se fait arrêter, je crois, une semaine et demie après. Et il s'est fait arrêter sur la route du travail. Il était presque arrivé au travail. Il s'est fait arrêter comme manu militari, vraiment avec des personnes c'était c'était comme quand on arrête un terroriste, tu vois. Quand on l'arrête, il ne dit même pas un mot. Il est tout calme. Il ne dit rien du tout. Il a l'air assez serein. C'est c'est comme ça qu'on me l'avait décrit. Et directement, il va commencer la garde à vue. Et après, je crois, après la garde à vue, directement, le juge l'envoie directement, signe un mandat de dépôt, je crois, pour, ça s'appelle le JVA. Ça s'appelle JVA, c'est la détention provisoire, on va dire ça comme ça. Et arrivé en détention provisoire, vu que ses collègues de travail avaient eu écho de ce qui s'est passé, il a pu souffler à un collègue que c'était un petit problème, qu'il allait sortir bientôt. Et il avait l'air assez sûr de lui dans sa phrase, parce que tout ça, c'est des informations qui m'ont été rapportées. Mais est-ce que les détectives avaient déjà quelques preuves par rapport qui montraient que c'est lui vraiment qui a fait l'action? Il y avait beaucoup d'éléments incriminants, que ce soit les images, que ce soit l'ADN qui était en cours. Et on t'envoie pas en détention provisoire et tu n'es pas en mandat de dépôt directement sans qu'on ait des preuves assez suffisantes que ce soit toi. C'est-à-dire, c'était sûr à 99% que ce soit lui. Maintenant, il fallait juste qu'on l'interpelle, qu'on l'arrête et qu'il passe aux aveux, ce chose qu'il n'a pas fait. Pas du tout. Vu les séquelles que j'avais, vu la gravité des blessures, j'ai été libéré plus tard de l'hôpital et je me suis fait récupérer par mon ami Ulrich, qui m'avait dit, quand il a vu mes plaies, que j'ai été recousu à la machine à coudre. Plus tard, je suis allé récupérer mes affaires au commissariat, parce qu'il y avait des preuves, il y avait des affaires qui servaient de preuves. Ma doudoune, par exemple, que je portais, elle est restée au commissariat, parce que c'était troué de tous les côtés. Et arrivé là-bas, je leur ai donné la photo de la porte qu'il avait grattée, d'autres informations aussi que j'avais, d'autres compléments d'informations. Et la commissaire de police, je me rappelle plus de son nom, quand elle m'a accompagné, elle m'a dit qu'ils ont vu la vidéo que j'ai adressée à ma mère le jour de l'attaque. Elle m'a dit qu'elle aimait les mères d'enfants et que ça l'a
ça la touche énormément de voir un truc pareil. Tout en sachant que il y a une collègue dans la salle parce qu'il regarde la vidéo, il y avait un traducteur et tout. La collègue était très émue, elle a même pleuré apparemment. Et ça m'a touché. Elle m'a fait un gros câlin ce jour-là, elle m'a souhaité bonne guérison. Le processus de guérison était assez long parce que j'ai commencé avec plusieurs thérapies. Mon bras qui était déjà en train de s'en aller en décrépitude, pratiquement. Et j'ai commencé mon processus de guérison. J'ai été interné pendant 1 mois ici au Berufsgenossenschaft Clinic. Et j'ai commencé les thérapies tout le long les mois qui ont suivi. Après cela, pendant ce temps, il était toujours en prison et il a pris, sa famille et lui, ils ont pris l'un des meilleurs cabinets d'avocats de tout Cologne. Et je pense que tu étais au procès, tu as vu à quel point son avocat était efficace. Ses avocats étaient efficaces. Ça coûtait quand même cher aussi. Et moi aussi, je me suis empressé de prendre un avocat. Et on sait comment c'est passé. Euh, j'ai commencé mon processus de guérison sans avoir d'informations sur lui, sans toujours savoir qui c'était. Parce que pour moi, c'était toujours je n'avais que le nom et l'âge, parce que j'avais des informations vite fait sur l'auteur des faits par rapport aux médias, par rapport aux journaux. Mais je n'avais pas plus d'informations que ça. J'ai pu en parler vite fait à ma famille de ce qui s'est passé plus tard, beaucoup plus tard, sans leur donner d'informations parce que j'en avais pas. Alors, après, à la fin j'ai été à l'hôpital encore. J'ai été interné pour 1 mois et demi plus tard pour ma rémission. Après cela, ils m'ont libéré, mais toujours avec une certaine crainte. Ils me disaient que mon bras était censé s'améliorer. Quelques semaines plus tard, même pas 2 semaines plus tard, je suis repassé pour un contrôle. Ils se sont rendus compte que mon nerf ne marchait vraiment plus. Mon bras ne pouvait plus fonctionner. Et ils ont détecté ça se disait en allemand un neurome, je sais pas comment ça se dit. C'était vraiment une sorte de corps étranger, une boule qui s'était formée au niveau de la zone où on a recousu le nerf, qui faisait en sorte qu'il me créait énormément de douleurs et je pleurais la nuit pratiquement à cause des douleurs. Et il a été décidé de faire une opération d'implantation du nerf, c'est-à-dire il fallait qu'on me retire le nerf du pied de la jambe, le nerf de la jambe gauche, pour le mettre dans le bras droit. Après toutes les thérapies, est finalement arrivé le jour de l'opération, qui a duré près de 9 heures de temps. Après mon opération, j'étais toujours en pleine rémission. Et je devais me remettre vite parce que le premier jour de procès arrivait. Ce premier jour de procès, je n'ai pas pu assister au premier jour parce que j'étais toujours à l'hôpital. Et je ne pouvais ni marcher, je n'avais pas la condition pour assister au premier jour de procès. Et ce jour-là, ses avocats et lui ont décidé d'avouer les faits. Les avocats et lui c'était une stratégie tout à fait normale parce que... Donc jusque-là, il n'avait pas encore avoué que c'est lui qui a poignardé. Oui, ils n'avaient pas du tout avoué. C'était leur stratégie. Okay. Ils ont avoué les faits, mais à moitié. Parce que il a avoué les faits, mais il n'a proposé aucune autre question. C'est-à-dire, on lui a demandé est-ce qu'il était chez moi. Il a dit oui, parce qu'il y avait la photo de ma porte dans son téléphone. On lui a demandé est-ce que c'est lui qui a écrit, est-ce que c'est lui qui a gratté ma porte. Il n'a pas répondu. Par la suite, on lui a demandé, il était sur le parking de mon travail, il a dit oui, parce qu'il n'avait pas le choix pratiquement. Après, on lui a demandé, est-ce qu'il m'a poignardé? Il n'a pas répondu. Je ne sais pas quelle stratégie ils avaient, mais il n'a pas répondu par rapport à ça. J'étais pas là, mais c'est le récit que mon avocate me fait. Il dit aussi, on lui demande pourquoi est-ce que il a patienté pendant près de 6 heures de temps sur le parking du travail. Il a dit qu'il voulait me parler. Et c'est la même raison qu'il a évoquée pour le jour où il est arrivé chez moi. Il disait qu'il voulait me parler. Donc il était réellement dans une histoire de... Il voulait tout faire pour ne pas montrer l'intention. C'est surtout, il disait qu'il voulait me parler. Maintenant, est-ce que le couteau parle? Je ne sais pas. Euh, alors, c'était le premier jour de procès. Il avait invité 2 amis à lui qui étaient venus témoigner en sa faveur. Juste
dire que c'est une bonne personne, c'est un bon père de famille, enfin un bon père, pas de famille. Et que oui, c'est une bonne personne, c'est un ange apparemment. Et c'est comme ça que le premier jour de procès était terminé, parce que je ne peux pas être présent et c'était juste par rapport à ça. Le deuxième jour de procès a failli être reporté parce que j'étais toujours pas en état. J'étais toujours sous médicaments à cause des douleurs, à cause de tout. J'arrivais pas toujours à marcher, j'étais sous béquille toujours. Oui, le deuxième jour de procès c'était le 12 septembre à peu près. Alors, nous sommes arrivés à la salle d'audience, même pas au tribunal, nous sommes arrivés au tribunal. Et c'était réellement un groupe de Camerounais d'un côté, un autre groupe de Camerounais d'un côté à l'entrée du tribunal. Parce que le tribunal c'est une grande salle. Vous entrez, c'est comme un aéroport. Il y a plusieurs sas de passage. Et quand on arrive à l'entrée, mon avocate vient vers moi. Elle me dit, certainement tu as reconnu l'attroupement de l'autre côté. Et je reconnais sa famille, je vois sa mère, ses frères et sœurs qui étaient là. Et d'autres amis à lui. Certains deux, trois que je reconnaissais. Et c'était vraiment très tendu. Donc, comment est-ce que tu l'as reconnu que tu ne le connaissais pas? Je ne le connaissais pas lui, mais je reconnaissais deux, trois de ses amis à lui qu'on avait déjà vu parce qu'on fait les mêmes boulots ici d'ailleurs, on fait les mêmes déménagements, on fait tout, on est dans les mêmes événements ensemble. Nous sommes des Camerounais vivant en Allemagne. C'est pas comme si on ne crée pas le monde est tout petit. Quand on entre, alors, nous sommes en rang, nous sommes alignés. Et je finis par m'adosser parce que je finis par m'adosser sur une table parce que je ne peux pas tenir debout longtemps. Et je me rappelle avoir vu sa mère qui passe juste devant moi. Et puis elle s'arrête. Et à aucun moment elle me regarde. Elle est vraiment là. Il y avait un côté, on est là, ça va. Elle était seule. Non, il y avait comme j'ai dit, ses autres frères et sœurs et d'autres de leurs amis. Et aussi des Allemands de leur côté, je crois 2, 3 Allemands qui étaient venus avec eux. Nous on était noirs. Et ils étaient un peu mélangés aussi. C'est la même porte, on entre tous par les mêmes portes. Et puis on arrive devant la salle d'audience. D'un côté, on est là, mais mon avocate, mes avocats et moi, enfin mon avocat et moi et ma conseillère sont toujours, et mes amis. Et de l'autre côté, ses frères, lui, sa mère et tout le reste. Et là, moi, je vois sur ses avocats, parce que mon avocate m'explique que voilà ses avocats, il est en train de rigoler avec le procureur. Et je dis à mon avocate, mais c'est normal tout ça, qu'ils soient aussi complices. Elle m'explique que dans la vraie vie de tous les jours, ils se connaissent. Et ils parlent. Mais quand ils vont entrer, ça va être toute une autre histoire. Ils sont des collègues de travail, en fait. On va dire ce qu'on veut. Et moi, je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas que le tribunal, c'est juste deux parties. Et tous ceux qui gagnent le tribunal, c'est les juges, les avocats et les procureurs, les greffiers, c'est tous ceux qui mangent au tribunal. Tout le reste, c'est vraiment le public. Et c'était vraiment un problème de noirs, d'Africains. Et devant, c'était les juges blancs. C'était très moche à voir. C'était très, très laid à voir. Alors, l'audience a commencé. Ils sont tous entrés, mes amis, sont tous entrés dans la salle d'audience. C'était moi le dernier à entrer. Je devais entrer quand j'allais être appelé. Et l'accusé, lui, il arrivait à être escorté. Il est arrivé à escorter, me noter. Il sortait fraîchement de la prison. Il était resté près de 6 mois en détention provisoire. Là, il est arrivé me noter. Il est passé par, il avait une autre porte spéciale. Ils étaient tous à l'intérieur. Le procès a débuté. Quand j'étais appelé, je suis entré dans la salle. Et c'était une sensation bizarre parce que j'entre dans la salle d'audience. Il était juste là, juste à l'entrée avec ses avocats de dos. Et il y avait le public, sa famille d'un côté, mes amis de l'autre. J'étais au milieu de la salle avec les 3 juges devant et les 2 jurés. C'était tout ce que tu peux avoir de plus formel et de plus solennel possible. J'entre dans la salle d'audience, c'était très tendu, très crispé. Et j'ai vraiment peur, j'ai vraiment toute la pression du monde. Je m'assois. Le juge commence à me parler en allemand. Il me pose des questions. Et avec toute la pression que j'ai, j'arrive pas à le capter, j'arrive pas à tout comprendre ce qu'il dit. Je lui dis, il me pose des questions et j'essaie de lui répondre. Il me demande si j'ai tout compris. Je lui dis, j'ai presque tout compris. Il me dit, si vous avez presque tout compris, ok, c'est bon. Il me demande de me présenter, je me présente. Et
Il me pose encore une autre question, je lui dis que j'ai pas compris. Il se fâche. Il dit, ça, on va pas continuer comme ça. On va prendre une traductrice. Le procès reprend plus tard. Donc il y a un arrêt de l'audience. Mais est-ce que tu comprenais pas vraiment la question ou alors c'était juste à cause des médicaments que tu as pris et à cause de la fatigue, de la blessure et tout? Je comprenais les questions. J'avais évité de boire mes médicaments ce jour-là pour être lucide, pour mieux comprendre la chose. J'avais toujours des douleurs, mais j'arrivais à en entendre. Je l'ai dit au juge à un moment qu'il ne parlait pas dans le micro. Chose que mon avocate m'a dit qu'il fallait pas que je fasse, qu'il faut respecter le juge. Mais il parlait pas dans son micro, donc je sais pas quoi. Après, quand il est parti, je me suis tourné, j'ai dit au procureur que je parlais avec le procureur, il comprenait que je comprenais ce qu'il disait. Certes, je pense qu'il y avait un peu de pression, mais il y avait trop d'écho, le juge ne parlait pas dans le micro, j'arrivais pas à capter. Et je pense qu'il a même fait une erreur dans son introduction qui m'a fait ne pas comprendre toute sa phrase. Alors, l'audience a été suspendue pendant près de 45 minutes pour que la traductrice arrive. C'était une Congolaise, je crois Natacha, je me rappelle. Monsieur Peignet, ça va? Ça va bien se passer, ok? Garde ton calme, même comme... Merci d'être venu. Non, c'est la famille. Même comme ces gens-là sont de l'autre côté, ils prennent des selfies, ils font leur best life. Non, mais c'est... Et quand elle arrive, quand elle débarque, la première des choses qu'elle me dit, c'est « Ah, c'était toi la victime ?» Parce qu'elle était déjà dans le premier jour d'audience. Elle me dit, quand on décrivait les blessures et tout, c'était tellement traumatisant. Et quand on a appelé pour le cas tentative d'assassinat, elle voulait pas venir de base. Et c'est là où on se met à... Elle vient, elle me voit, on échange. Et je lui dis, ok, que je comprends assez bien l'allemand, mais j'étais un peu sous pression. Donc peut-être, pour qu'on se comprenne mieux. L'audience va reprendre plus tard. Tout le monde va entrer. Je reviens toujours en dernière position. On reprend l'audience. Le juge me pose des questions. Il est assez insistant sur certaines choses. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il va vers certaines choses. Je raconte l'histoire. Et ça me demande à chaque fois, est-ce que j'ai été poignardé? Pourquoi j'ai été Enfin, c'était vraiment des questions beaucoup très diverses. Je comprenais pas trop là où il allait. Mais c'est très tendu. J'arrivais à parler en allemand cette fois-là parce que la traduction s'est servie au départ. Il posait beaucoup de questions. Et le procureur m'a posé des questions aussi sur comment je me sens. Et ça, je vais expliquer que durant tout ce séjour, tout ce temps, durant les 6 mois qui ont suivi, j'étais qu'à l'hôpital. J'ai pas pu reprendre le travail. J'étais seulement à l'hôpital en train d'enchaîner les thérapies parce que ça n'allait pas. Ma hanche, mon genou, et toutes les autres blessures. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et plus tard, quand sont le tour de ces avocats, quand leur tour est arrivé, tu t'en rappelles, c'était la partie assez chaude de l'histoire. Son avocat était très charismatique, on va dire. Son maître, le bras, lui, était très, avec ses lunettes quand il s'est levé, j'ai arrêté de le regarder, j'ai arrêté de regarder son avocat parce qu'il était assez insistant. Il a commencé par me demander, parce que la première stratégie, c'était de savoir si est-ce que le casque que j'ai porté avait la même couleur que le bonnet que j'avais. Pour dire qu'il a essayé de venir me parler, mais j'avais le casque aux oreilles, je l'entendais pas, c'est pour ça qu'il m'a agressé. Alors mon casque était noir, mon bonnet était gris, donc il y avait réellement un contraste, il y avait un écart de couleur. La stratégie n'a pas pu marcher. Alors, son avocat vient me voir, il est là, il me pose les premières questions de savoir est-ce que je suis sûr que je l'ai vu. Je dis oui, je l'ai vu. Il me dit, mais la première fois, j'avais nié l'avoir vu. J'explique que, en vérité, j'étais sous médicament. J'avais une autre vision des choses, mais je me rappelle l'avoir vu. C'était lui. C'était pas la fée clochette que j'ai vue non plus. Et il insiste en me disant que c'était un mois de janvier que je suis tombé, je me suis levé, et en janvier il fait sombre. Et comment est-ce que dans la nuit j'ai pu le voir? Je lui ai dit qu'à 17h, en janvier, il y a encore assez de jours pour reconnaître des personnes. Bien sûr. Il insiste en me disant, quand tu t'es levé, tu dis que tu as pu le voir.
Parce que c'était surtout, il voulait aller sur le côté, est-ce que je l'ai vraiment vu? C'était surtout ça sur quoi il insistait. Il me dit, tu t'es levé et t'as combien de mètres de toi quand tu l'as vu? C'est là où je lui dis, je n'avais pas de mètre sur moi pour pouvoir mesurer, mais il était à maximum 15 mètres de moi, 10 ou 15 mètres de moi, pour que je puisse le distinguer réellement. Et après avoir insisté sur toutes ces choses, il a insisté sur les détails que plus pour me discréditer qu'autre chose. Il est venu me montrer la photo il m'a tendu le téléphone, il a dit qu'il a vu quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et moi j'ai eu peur, je me suis dit, mais vous finissez de faire tout ça, de me traquer, de me tuer, et vous essayez de vous revenir encore me chercher sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas dit ça, je me suis resté, j'avais assez peur quand même. Et il me montre la photo du poste de Zumanto. Et il ne dit rien, il me demande si c'est moi sur la photo. Je sais pas où il va en venir, je comprends pas ce qu'il essaie de faire. Et tout ce que je dis, c'est peut-être. Parce que je sais pas ce qu'il veut faire. C'est là où il veut montrer, la photo n'avait pas montré ni aux avocats, ni à l'audience. C'était ça je sais pas ce qu'il essayait de faire. Là, il montre la photo à mon avocate, au procureur. Et là, je réponds que mon nom c'est Pene Dylan. Mon nom c'est pas Zumanto, parce que le titre, le nom au-dessus du poste c'était Zumanto. Ah, il t'a demandé qui a posté la photo? Je sais pas, qu'il n'a pas demandé ça, il a demandé c'était moi qui est sur la photo. Et je présume que sa famille c'était certainement une question de sa famille, pour pas que le visage de leur fils soit montré au monde entier. C'était surtout une tentative de leur famille, de m'intimider peut-être, ou bien de ses avocats, de me reprocher d'avoir dit aux gens peut-être que leur fils m'a fait ci, leur fils a fait telle chose. C'était une façon de couvrir leur enfant, je crois. C'est-à-dire son image. Oui, oui. Et c'était tout ce qui les inquiétait. C'était tout ce qui les inquiétait, que leur fils puisse remettre son forfait, que personne ne sache, et puis c'est tout. Alors, quand il montrait ça à l'Assemblée, le juge a dit que c'était irrecevable, il a demandé de se rasseoir, parce que ça n'avait aucune valeur. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il le faisait. Et c'est là où, quand il s'est assis, parce qu'il m'avait beaucoup questionné, m'avait martelé sur plusieurs choses. Quand il t'a poignardé, est-ce que tu as senti le coup de couteau? Quand tu es tombé, est-ce que tu... Il était vraiment insistant sur plusieurs points, ça m'a fatigué, man, moi. Et je lui ai dit, j'étais très, très en colère par rapport à son avocat, parce que je me disais réellement que son avocat le supporte, alors qu'on faisait son travail. Il le faisait tellement bien, parce que moi j'étais traumatisé après son passage. Je lui ai dit que qu'il m'a posé des questions, et je lui ai dit que la question qu'il m'a posée là, je l'avais déjà raconté quand le juge m'a posé des questions, qu'il n'a pas juste bien écouté. Et ça, il m'a dit non, il a essayé, il voulait se comprendre un peu plus. Et je lui ai dit qu'il devrait prêter attention pour ne pas me poser les mêmes questions. Parce que là, j'étais déjà assez en colère. Parce que c'était vraiment lui montrer aussi que non, je suis pas juriste, mais ça marche pas comme ça. Chose que mon avocat a beaucoup apprécié parce qu'il n'a pas voulu me laisser marcher dessus. En fait, il voulait, en quelque sorte, te contredire, en fait. C'est ça. Il voulait à tout prix que je me contredise. Parce que c'est ça le pénal. C'est ça le pénal, c'est vraiment qui dit la vérité. Comment sauver les meubles, c'était surtout ça. C'était comment faire pour qu'il n'en aille pas en prison pour très longtemps. Alors, son avocat, plus tard, ils disent que l'accusé, parce qu'il était présent, l'accusé veut demander des excuses. Alors, quand il propose ça, on me dit que soit j'accepte qu'il demande des excuses, mais je ne dois pas commenter ses excuses, soit je peux aussi dire non, je n'ai pas envie d'entendre sa voix et tout. Alors, avec le juge qui m'avait déjà beaucoup respecté, je réponds au juge que nous sommes des Camerounais, que malgré tout, je vais écouter ce qu'il a à me dire, malgré tout. C'est une stratégie juridique, mais bon, qu'il le fasse. Mais quand je t'ai expliqué que je suis Camerounais, que vraiment, le juge a dit après. Après, j'ai dit oui ou non. Il a dit oui, je vais écouter. Mais ses excuses, je crois que tu te rappelles, ses excuses étaient... Ça n'avait pas l'air très sincère. Ça avait tout sauf des excuses. Tout sauf. C'était tout sauf des excuses. C'était vraiment, je regrette de vous avoir fait du mal. C'est comme s'il lisait un texte. Je regrette de vous avoir fait du mal. Je reconnais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Il lisait un texte. C'est tellement moche que j'ai demandé au juge, c'est mieux qu'il le dise en français. Parce que c'était tellement écœurant. Chose que je pouvais accepter des excuses. Mais pas comme ça. Pas comme ça.
Le juge là, il a dit non. Qu'ici on parle en allemand, pas besoin. Et c'est comme ça que le tribunal, c'est comme ça que le tribunal, l'audience, le jour d'audience se termine. Je suis assez soulagé, parce que j'avais tellement peur de ces avocats. Ils étaient vraiment, j'ai ressenti toute l'expérience du monde avec eux. Et mon avocat n'arrivait pas à me protéger de certaines choses, parce que je me suis rendu compte. Mais c'est ça le jeu, c'est le tribunal. Et, au sortir de la salle d'audience, c'était toujours aussi serein. Toujours aussi serein. Et quand on l'embarquait pour sortir de la salle d'audience, sa famille criait, sa famille disait courage, courage à lui. Et moi, je me sentais vraiment comme une sorte de... Je me disais, hey, c'est vraiment la victime dans l'histoire, si c'est pas censé être... Mais je comprends, c'est les histoires de famille, vous vous défendez. Oui, fair enough, c'est vous, c'est entre vous. Et c'est clair, ça, avec sa mère qui est professeure de droit, soit qui connaît tout le monde juridique, qui sait comment ça se passe, qui peut-être l'a déjà couvert ici et là. Ça les regarde, on va dire, c'est là. J'ai juste vu beaucoup de dédain, beaucoup de... C'était vraiment tout ce que je déteste de l'égoïsme. C'était vraiment de l'égoïsme poussé à son extrême. Il n'y avait même pas une once de compassion de sa part. Il n'y avait même pas un regard. C'était réellement, tu te prends pour qui? C'était réellement ça, l'impression que j'avais. Quand on sort du procès, je retourne à l'hôpital pour mes thérapies. Et je reçois une lettre à mon adresse parce que j'ai déménagé entre-temps. Vu qu'il avait mon ancienne adresse, j'étais traumatisé de tout ça. J'ai dû quitter ma ville, j'ai dû éviter de prochaines, d'éventuelles représailles. Et je reçois une lettre de mon employeur qui termine mon contrat chez eux. Et je peux comprendre, enfin, une histoire pareille, aussi sordide. Ils ne veulent pas vivre ça ou revivre ça. Ça a effrayé tout le monde. Et je me demande s'ils vont encore embaucher un Camerounais dans ce genre, dans leur entreprise. Surtout qu'il n'y en avait pas. J'étais l'un des rares avec un autre collègue. Et je me demande vraiment s'ils pourraient encore faire confiance à un Camerounais dans ça parce que c'est terrible. Et aussi de grâce, lui, il était plus Camerounais, le Dan. Il était plus Camerounais, il était déjà allemand. Donc, il s'était naturalisé. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas été déporté directement après ce crime. Et après avoir reçu après avoir été renvoyé, j'ai eu mal, bien sûr, c'était toujours aussi triste. Mais je suis retourné à l'hôpital, j'ai dû être interné encore pour 1 mois supplémentaire parce que le processus de guérison n'était toujours pas à point. Mon bras ne reprenait pas la vie. Après le deuxième procès, il y a eu un troisième procès qui a eu lieu où je n'étais pas obligé d'être parce que j'étais traumatisé du jour de procès là. C'était toujours des policiers, toujours autant de preuves qui ressortaient. Ils étaient en train de faire le délibéré déjà. Parce que, pour rappel, la procédure judiciaire a été initiée par le ministère public, c'est-à-dire le procureur. Et c'était moi, j'étais juste co-plaignant. J'étais le plaignant principal, c'était l'État qui était fâché contre lui. Donc plus tard, il a reçu sa peine qui a été aménagée parce que ses avocats ont tellement bien travaillé qu'ils ont réussi à trouver des circonstances atténuantes dans son cas. Ils m'ont expliqué que le fait qu'il n'ait pas été au bout du projet, le fait qu'il m'ait planté 6 fois, et quand je suis tombé, il n'ait pas continué à s'acharner, c'était une circonstance atténuante. C'est pour ça qu'on a aménagé sa peine, qu'il a reçu l'autorisation je crois que c'est du sursis qu'il a pris, plus ou moins. Donc sa peine a été aménagée parce que le tribunal a estimé qu'il n'est pas allé au bout de sa mission, qu'il n'est pas allé, quand je suis tombé, après qu'il m'a attaqué debout, après qu'il m'a planté debout, il n'est pas terminé le travail avec moi allongé au sol, parce que j'avais un peu perdu les vapes. Il aurait pu me terminer. C'est pour ça qu'apparemment sa peine a été aménagée. Qu'il n'a pas pris une grosse peine.
Il est sous contrôle judiciaire. Je crois que c'est comme ça se dit. Il est sous contrôle judiciaire parce que, aussi pourquoi? Parce que les dégâts qui ont été causés sont dans les... Il a environ près de 100 000 euros à payer, que ce soit les opérations, que ce soit tout ce qui s'ensuit. Et vu que quelqu'un doit payer ça, et ce n'est pas le contribuable qui veut payer ça, et vu que sa peine a été aménagée, et on m'a fait comprendre que il ne m'a pas tué ce jour-là, parce qu'il a voulu ne pas me tuer ce jour-là. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et je me dis, si quelqu'un te plante 6 fois, ça veut dire qu'il a besoin de ne pas te tuer. J'ai oublié de lui dire merci de ne pas m'avoir tué parce que, clairement pour moi, enfin, merci de sa part. Si c'est ça, alors merci. Mais je pense plus que c'est juste un stratagème, c'est juste une façon de... C'est juste un bon travail de ces avocats. Il faut saluer, il faut appeler un chat un chat. Et aussi, merci de m'avoir traumatisé, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore à point. J'ai fait beaucoup de cauchemars après, j'ai fait beaucoup de cauchemars, j'avais beaucoup peur après. Mais on m'a assuré que il n'allait plus le refaire, qu'il était une bonne personne, qui s'est juste trompé, qu'il a voulu me parler, mais il était avec un objet aiguisé. Peut-être qu'il a apporté ça par erreur, on sait jamais. Ce que je sais quand même, c'est qu'on a besoin de ça dans la communauté. C'est il allemand déjà, il n'est plus, peut-être plus camerounais, mais on a besoin de ça dans la communauté. Je pense que je suis aussi l'enfant des gens. Je pense que je suis un Camerounais comme les autres, qui aujourd'hui a beaucoup perdu grâce à cause de cette histoire. J'ai beaucoup de galères avec l'office de l'immigration même, beaucoup de choses, beaucoup de galères. J'ai beaucoup perdu financièrement aussi, parce que tu restes pratiquement 1 an, les sources de revenus, tout disparaît. Et c'est traumatisant, c'est tout ce que je peux dire déjà. Et s'en sortir bien comme ça parce qu'on a de bons avocats, parce que maman a beaucoup d'argent, parce que utiliser le fait de se défendre au tribunal, utiliser le fait qu'on a grandi sans père pour se défendre au tribunal, pour dire que, pour justifier certains faits, je pense que c'est pas normal. Quand on se lève, on va avec un but, on assume. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est ne pas dire le mot sarcasme aux gens, parce que peut-être ils comprennent ça mal. Je me aussi dire vraiment, les Camerounais, on a besoin de ça pour résoudre les conflits. On peut se s'asseoir, on se parle, on se comprend, et on passe à autre chose. Parce que ça coûte, au final, ça coûte trop cher. Ça coûte une vie, parce que j'ai failli y passer. Ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup de choses. Tout le monde perd, tout le monde est perdant. Les seuls gagnants sont les policiers qui ont eu une enquête de réussi, le procureur qui a attrapé un criminel, le juge qui a eu un autre cas, mon avocat qui a eu ses honoraires qui ont été remplis, ses avocats à lui qui ont eu beaucoup d'argent, qui se sont fait beaucoup d'argent, c'est tout. Je pense que le plus important, c'est s'il y a une querelle, s'il y a une galère, on peut toujours régler ça à l'amiable, on peut éviter d'escalader et de terminer en histoire tragique comme ça. Merci beaucoup à ma famille, à mes amis qui m'ont soutenu durant cette épreuve, parce que depuis le début d'année, depuis ce jour-là, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire seul. J'ai eu beaucoup de galères et ils ont été d'un soutien énorme pour moi. Mes amis, ma famille. Merci beaucoup à PM Caption aussi pour leur travail sur l'image.